Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais tout citoyen est imposable. Évidemment, vous devez payer vos impôts, mais quand il s'agit de payer les taxes, les impôts, quels sont vos droits, vos devoirs? Et vous posez sans doute vos questions. On va nous permettre d'être votre porte-voix sur ce plateau face à un expert qui nous dira tout sur les impôts. Alessandra, bonjour. Bonjour, Emmanuel Amégan. Comment allez-vous? Super bien, merci. Plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et donc, Hermon, vous l'avez si bien dit, ce mercredi, nous parlons d'impôts, mais avec fixation sur les prélèvements fiscaux opérés chez les personnes physiques. Et comme invité, nous recevons ce matin un spécialiste habitué du plateau, bien sûr, Rodrigue Bécou, expert fiscaliste. Rodrigue Bécou, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci, c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau. Plaisir partagé. Alors, l'impôt, vous le savez bien sûr, défini comme un prélèvement que l'État opère sur les ressources des personnes physiques ou morales afin de subvenir aux charges publiques. Rodrigue Bécou au Bénin, quelles sont les spécificités parlant de prélèvements fiscaux chez les individus, les personnes physiques notamment? Comme vous le savez, toute personne, morale comme physique, doit pouvoir contribuer au budget national pour faire face aux dépenses publiques. Pour ce qui concerne les personnes physiques, elles sont d'abord les personnes physiques, il faut les définir sous l'expression fiscale, parce que les termes sont définis selon les domaines donnés. Une personne physique, c'est des individus comme vous et moi et les établissements créés. Donc, sur le volet fiscal, on parle de personnes physiques en s'adressant aux individus et aux personnes, aux établissements créés. Donc, les entités créées sous forme d'établissements sont des entreprises individuelles et par conséquent sont des personnes physiques. Je tenais à clarifier ça. En ce qui concerne donc la fiscalité de ces personnes dites physiques, on est amené à payer ou à supporter l'ITS, impôt sur traitement et salaire. On est amené à supporter l'AIB. On est amené à supporter, la TPS, l'IBA, les impôts fonciers bâtis et non bâtis, la TAFA, la taxe sur activité financière. Donc, si le temps nous permet, on va développer quelques-uns. C'est beaucoup de prélèvements, mais comme vous le dites, en 20 minutes, on ne pourra pas tout aborder. Nous allons essayer de faire focus sur 3 prélèvements spécifiques, à savoir l'ITS, l'AIB et l'impôt sur les revenus, le TPS et l'IBA. Tout à fait. Voilà. Et donc déjà, c'est quoi l'ITS? L'ITS se définit comme impôt sur les traitements et salaires. C'est un impôt qui a évolué en termes de terminologie dans le temps. Au départ, on l'appelait IPTS. Après, c'est devenu IRPPTS. Actuellement, on l'appelle ITS. On parle du même impôt. Ça a évolué également dans le temps avec ces barèmes. Les tranches d'impôt sont les suivants. 0 à 60 000 francs, c'est imposé à 0 francs. Ça veut dire que si vous avez un revenu ou un salaire inférieur à 60 000 francs, vous n'allez pas payer l'ITS. Ceux qui sont au SMIC, le SMIC actuellement au Bénin est de 52 000 francs CFA, ne paient pas l'ITS. Après cette tranche de 60 000 à 150 000, le taux est de 5%. De 150 000 à 250 000 francs, le taux est de 10%. De 250 000 à 500 000 francs, le taux est de 19%. Et au-delà de 500 000, le taux est de 30%. J'ajoute qu'il n'y a plus d'abattement pour l'ITS brut calculé qui ressort de cette tranche. Parce que avant, les hommes bénéficiaient de l'abattement, les femmes non, sauf si elles ont réellement les enfants à charge. Mais pour des questions d'équité, on a supprimé cet abattement-là au niveau des hommes. Oui, l'abattement, il faudrait le clarifier. C'est une sorte de réduction, tout à fait. Voilà, une réduction à laquelle on a droit au regard du nombre d'enfants à charge. C'est bien ça. Et donc, l'ITS, c'est cet impôt-là qui frappe tout salarié. C'est bien ça. Tout salarié. Que vous soyez du secteur public ou privé. Tout à fait. Je précise pour dire, on parle de salarié quand on a un contrat de travail.
On verra tout à l'heure qu'on parlera d'AIB pour des contrats de prestation de services. D'accord. Donc, quand on a un contrat de travail, que ce soit chez l'État ou dans le secteur privé, on est amené à opérer une retenue à la source de l'ITS et reverser à l'État. Alors, y a-t-il un type de salaire qui échappe à l'ITS? Salaire au niveau de l'État, oui, comme exonéré. Non, la tranche qui est exonérée, c'est ça que je l'ai dit, 0 à 60 000 francs. 60 000 francs. D'accord. Et donc, venons-en déjà, avant de passer à l'autre type d'impôt, c'est un prélèvement à la source. Bien sûr. N'est-ce pas? Où l'agent est appelé de lui-même à aller verser. Non, c'est un prélèvement à la source. Comment ça se passe? Lorsque vous prenez un salaire brut, par exemple, de 100 000 francs, on va passer dans les tranches pour faire le calcul. Alors, avant de verser le salaire à l'agent, je suppose que nous n'avons que l'ITS pour faire simple. Supposons donc que l'ITS nous donne 10 000 francs. On va verser à l'agent 100 000 francs moins 10 000 francs. Donc, on va lui verser 90 000. Donc, on lui retient ça sans que lui-même n'ait la possibilité d'agir. C'est une retenue à la source. L'objectif est de s'assurer que la retenue est faite. Et ça figure bien sur la fiche de paie. Bel et bien en diminution du salaire brut. Ok. On va donc parler de l'AIB. Ok. On parle de l'AIB lorsqu'on est dans une situation de contrat de prestation de services. Parce qu'il y a deux types de contrats. Contrat de travail, ça sous-entend direction du travail et tout ce qui est lié. Par contre, contrat de prestation de services, on peut l'enregistrer à la Direction générale des impôts. Si c'est dans le secteur privé, on peut ne pas l'enregistrer. La loi n'oblige plus depuis 2019 à enregistrer les contrats qui se passent au niveau du secteur privé. Lorsque vous avez donc votre contrat de prestation de services, ça sous-entend que vous n'êtes pas sous le joug de l'employeur, vous n'êtes pas dans un lien de subordination. Ça, c'est très important de le dire. Aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière ce contrat-là. Au lieu de déclarer les employés à la direction du travail, déclarer à la CNSS, on leur fait des contrats de prestation et services qui sont pourtant là tous les jours et il y a un lien de subordination. Quand le fils vient, le fils requalifie le contrat et fait les rectifications nécessaires. Et donc, ce contrat sous-entend normalement que l'employé est... Non, pas l'employé, on ne parlera pas d'employé. L'individu est indépendant, un prestataire indépendant, un consultant par exemple, un formateur par exemple. Donc, il faut vraiment que les gens démarquent ça. Certains sont ignorants de la notion. Et puis, on fait le contrat de prestation pour des gens qui sont en fait... devrait être dans la situation d'employé et non de prestataire de services. Alors, quels sont les taux, les pourcentages de calcul de l'AIB? Alors, au niveau de l'AIB, nous allons distinguer deux secteurs d'activité comme on est en train de le faire depuis, le secteur de l'État et le secteur privé. Au niveau de l'État, le taux est de 1% du montant hors taxe, donc de la facture ou de la prestation. Par contre, quand vous êtes dans le secteur privé, le taux est de 3%. C'est vrai que si vous n'avez pas IFU, le taux passe à 5%. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon succincte sur l'AIB. Pour ce qui concerne l'AIB, il y a des tranches, on voit des tranches où on met exonéré sur la facture. De quoi est-ce que cela retourne? AIB ne devait pas avoir d'exonération parce qu'au fond, ce n'est pas un impôt qui est calculé sous tranche. L'AIB se calcule à l'instar de la TVA. Et leur base de calcul, c'est le montant de la facture hors taxe. D'accord. Pourquoi est-ce que lorsque vous faites une facture normalisée, on vous retire encore l'AIB? Ok. Pour les personnes physiques qui font, lors de l'émission donc, des factures normalisées, il faut d'abord reconnaître que pour les personnes qui sont en contrat de prestation et services, ces personnes-là doivent émettre une facture normalisée. Lors de l'émission de la facture normalisée, l'État se dit, en réalité, celui-là, je ne suis pas sûr de mettre la main sur lui pour qu'il vienne déclarer son revenu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les personnes morales qui déposent les états financiers et qui paient leur impôt. On parlera tout à l'heure de l'impôt TPS. Alors, pour ces personnes physiques, au lieu de prendre AIB 3%,
et les rechercher après pour chercher les 2% qui font les 5% de la TPS. L'État a dit, bon, c'est plus simple pour moi, lors de l'émission de la facture, ils vont payer AIB 5% en ligne, et qui correspond évidemment au montant de la TPS que ces dernières personnes-là vont payer. D'accord. Finalement, il y a double imposition ou pas? Donc, il n'y a pas de double imposition. Au lieu que je paie AIB 3%, on va me chercher pour que je vienne compléter 2% pour avoir les 5% de TPS. On me prend automatiquement les 5%. Parce que moi-même, spontanément, je ne me lève pas pour aller déclarer mon revenu. Mais c'est plus simple pour la personne physique, puisque en allant déclarer son revenu, il faut faire les états financiers, il faut solliciter peut-être la certification d'un comptable agréé. Il faut déclarer peut-être une personne à la CNSS. Oui. Il faut payer la CCIB et d'autres, même prélèvements ORTB pour télé et radio qui s'élèvent à 4 000. Donc, c'est une manière de simplifier la question pour que lors de l'émission de la facture, on paie les 5%. Alors, lors de l'émission de la facture, vous permettez, Alessandra, il y a déjà la TVA. Donc, on paye la TVA et on paye l'AIB. Et justement, est-ce que ça, il n'y a pas de double imposition, comme elle le disait? Non, il n'y a pas de double imposition. Déjà, la TVA, c'est pour... D'abord, la TVA n'est pas supportée par celui qui y est assujetti. C'est un principe que j'avais déjà expliqué sur ce plateau. Lorsque vous achetez, vous payez de TVA en amont. Lorsque vous vendez, également, il y a TVA, vous faites la différence que vous versez à l'État. Il faudrait que les contribuables se mettent dans la tête que la TVA n'est pas un revenu qui leur appartient. C'est à reverser. Forcément. Vous prenez quelqu'un qui vend à 10 millions de tasses, il va faire peut-être sa facture pour 11 800 000. La TVA, 18% de 10 millions, ça fait 1 800 000. Dans la tête de l'entrepreneur, il doit se dire, ce qui me revient, c'est 10 millions. 1 800 000 là, je laisse de côté pour pouvoir reverser à l'État. Mais la TVA est supportée par le dernier consommateur. Évidemment, quand tu es le dernier consommateur, c'est une charge pour toi. Cela va de soi. Mais quelqu'un qui est dans la poursuite d'assujetti à la TVA Je pense que le problème que pose Herman, c'est que ces deux types de prélèvements figurent sur la même facture. Sur la même facture. Figure sur la même facture. On vous prélève d'abord la TVA. D'abord, on fait le calcul en avant, on vous prélève la TVA. Et après, on prélève encore à l'AIB. Finalement, c'est ça que j'ai expliqué. En fait, la TVA n'est pas une charge pour la personne qui est assujettie. Donc, on ne peut pas considérer qu'on a prélevé la TVA. Par contre, l'AIB, tu fais que vous avez mené une activité, vous avez eu un revenu. On ne paie d'impôt que sur la base de revenus obtenus. Celui qui a son salaire, il paie l'ITS. Vous avez fait une prestation de service sur le revenu, vous allez payer l'AIB. Mais la TVA n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette totalement dans la tête que la TVA n'est ni une charge ni un produit pour une entité ou une personne qui y est assujettie. Non, on parle de la personne physique. On me prélève la TVA. Oui. C'est que ça sort de ma poche. Si vous êtes dernier consommateur, il y a le si. Alors, cela va de soi. Monsieur Békou, on va faire simple. D'accord, on va faire simple. Vous me sollicitez pour un contrat, je dis, de prestation intellectuelle. La facture s'élève à, je dis, à 400 000. D'accord. Je dépose une facture normalisée. Vous êtes une structure. Vous me facturez la TVA sur ma facture normalisée que vous prélevez et vous me prélevez encore l'AIB sur la même facture. À un moment donné, je suis en droit de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on me prélève et la TVA et l'AIB sur une même facture? Voilà. Comme je l'ai dit, je vais prendre un montant en rond pour que le calcul soit facile auprès des téléspectateurs. Vous faites une facture de 1 million de tasses. Vous allez... Votre prestation, en fait, c'est 1 million de tasses. Mais l'État dit, vous faites une facture de 1 million plus 18%, ça fait 1 180 000. D'accord. Je vous paie 1 million, je retiens la TVA. La TVA n'est pas pour vous. Et quand vous prenez le budget de l'État, c'est un budget qui est considéré toute taxe comprise. Donc si tu vais, en tant que personne physique, consultant, donc je vais faire une formation à l'État, ou bien une consultation, l'État dira, ce qui te revient en fait, c'est 1 million. L'État pourrait te dire, fais la facture d'1 million et je te paie 1 million hors taxe. Mais l'État dit, c'est vrai, comme le budget est TTC, tu fais la facture d'1 million, tu mets les 18% de TVA pour répondre à la norme TTC budget, prix marché, mais je te paie le hors taxe.
Si on vous avait dit de faire la facture hors taxe 1 million, on vous paye 1 million, vous n'allez pas vous plaindre. C'est parce que vous voyez qu'il y a 1 million 180 000 que vous avez l'impression que vous supportez une TVA de trop. Je comprends. Cette TVA n'est pas... Voilà qui est clair. Il y a dans certains cas, ici, c'est que la TVA est déjà supportée. Et le montant que vous retirez, c'est le montant qui vous est dû. Oui, au fait, mais c'est dans le certains montant cas, hors taxe qui vous appartient. mais dans certains cas, c'est-à-dire, on ne met pas la TVA sur le montant qui vous est dû. Et c'est dans le montant qui vous est dû que, on va dire, la structure vous prélève encore la TVA. Et c'est malhonnête. C'est vous qui avez certainement mal négocié votre contrat. D'accord. Ouais. Retenez simplement que ce qui vous revient, c'est le hors taxe. D'accord. J'ai dit, même l'entrepreneur, société, si on lui paie 11 800 000, qu'il se met dans ta tête que c'est 10 millions qui lui reviennent. D'accord. Je pense qu'avec cette explication-là, il y a même plus oui, il y a plus de débats. C'est bien ça. Dans la négociation de certains. Voilà. Et donc, on va évoluer, on va parler des impôts sur le revenu. OK. Ils sont au nombre de deux, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour les personnes physiques. Parce que quand on parlera de personnes morales, ce serait d'autres types d'impôts. Alors, les personnes physiques, quand leur chiffre d'affaires est dans la fourchette 0 à 50 millions, ces personnes-là paient la TPS, taxe professionnelle synthétique. En fait, c'est une taxe, comme le mot le dit, synthétique, qui rassemble plusieurs impôts. Le premier impôt, c'est l'impôt sur le revenu. On se dit, bon, tu as mené une activité, tu as gagné, tu as un revenu, tu vas payer un impôt là-dessus. Donc, premier impôt. Deuxième impôt, le VPS, versement patronal sur salaire. Troisième impôt, il y a la licence. La licence est beaucoup plus pour les débits de boissons et consorts. Mais sinon, pour en revenir au TPS... C'est la TPS qui remplace ces impôts. C'est ça que je suis en train d'expliquer en fait. D'accord. Donc c'est de la TPS que je veux parler, mais il faut que les gens comprennent que la TPS là n'est pas un seul impôt. C'est plusieurs impôts qu'on a prélevés. Donc c'est un forfait. On applique un taux de 5% au chiffre d'affaires. Celui qui ne comprend pas va se dire, bon, c'est impôt sur le revenu, c'est 5% du chiffre d'affaires, c'est élevé. Mais en réalité, cet impôt incorpore plusieurs autres natures d'impôts. Donc c'est un forfait juste qu'on a pris. Alors quand vous êtes personne physique et qu'on vous prend TPS 5%, vous n'avez pas trop à vous gêner. C'est pour ça que les établissements, les personnes physiques n'ont pas beaucoup à se gêner, surtout en termes de pièces justificatives. Lorsque vous êtes une société, on va comparer votre chiffre d'affaires à vos charges. Aujourd'hui, c'est difficile aux gens d'avoir des factures normalisées. Il y en a qui achètent aussi dans l'informel. Donc tout ça fait que si tu n'arrives pas à justifier les charges, l'impôt que tu as payé risque d'être presque le chiffre d'affaires fois un grand taux, 25 ou 30%. Donc quand tu compares dans ce contexte à 5% du chiffre d'affaires qui regroupe déjà plusieurs impôts, comme je l'ai dit, cela va de soi que c'est plus simple pour vous, c'est un forfait qu'on vous prend. Par contre, lorsque votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions et vous êtes toujours personne physique, vous payez l'IBA, impôt sur les bénéfices d'affaires. Le taux est de 30%, mais ce taux est réduit à 25% si c'est une école. On a voulu favoriser un peu les écoles. L'éducation. Et il y a des minimum 1%. Si c'est une entité en général, 3% pour ceux qui sont dans le secteur du BTP et 10% pour ceux qui sont dans le secteur immobilier. De 5%, on est passé à 30%. Non, ça je parle de l'IBA maintenant. L'IBA, lui, c'est 30% du bénéfice que tu réalises. Oui, au fait, on parle d'IBA quand le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs CFA. Voilà. Tout à fait. Quand c'est inférieur, on parle de TPS, et là, le taux est de 5%. Tout à fait. Mais lorsqu'on passe au-delà de 50 millions, ça devient 30%. 30% du revenu. On prend le chiffre d'affaires moins les charges, donc le bénéfice que tu gagnes. Okay. Supposons que ton chiffre d'affaires soit, c'est un exemple, je prends, puis il faut mettre 100 millions, et tes charges 80 millions. On va faire 100 millions moins 80 millions, ça fait 20 millions. On va appliquer 30% là-dessus. Maintenant, si tu n'arrives pas à justifier de charges, on risque d'appliquer les 30% sur 100 millions. Ça va revenir assez élevé. C'est pour ça que quelqu'un qui est établissement, qui est à la TPS, il n'a pas trop ce souci de justifier les charges.
À vous entendre, c'est à croire que tout est facilité pour les personnes physiques. J'ai bien envie de vous demander quelles sont les obligations fiscales de la personne physique, justement. La personne physique, quand des obligations fiscales, c'est les impôts à payer. À payer, mais avant de payer. Ces impôts à payer, il faut les payer à des échéances données. Lorsque vous prenez la TPS, il y a 2 acomptes que vous payez en février et en juin. Quand on dit acompte, c'est une partie de l'impôt. Donc à la fin de l'année, on va calculer l'impôt 5% et on compare aux acomptes. La différence sera versée au plus tard le 30 avril de l'année qui suit. Si différence il y a. Si différence il y a, bien évidemment. Parce qu'il pourrait s'agir d'un crédit d'impôt aussi. Bien sûr. Et ce crédit avant n'était pas pris en compte. Mais avec la législation actuelle, on prend l'impôt, le crédit d'impôt en compte et c'est reportable sur les années à venir. Oui, M. Bekou, quelles sont les catégories de revenus qui sont soumises à l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques? Bon, il faut dire qu'on ne parle plus d'IRPP de façon générale maintenant. Parce que cette notion a disparu avec l'avènement du Code général des impôts 2022. D'accord. Donc, il y a plusieurs types de revenus qui ont été requalifiés. Avant, on parlait d'impôt sur les revenus. Et il y a revenus des personnes physiques et autres. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de l'IBA à la place de l'IRPP. D'accord. Et on parle aussi d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers pour ce qui concerne les actions et les obligations. Et l'ancien ITS, IRPP-TS, c'est ça qui est ITS maintenant. Donc la notion de IRPP a disparu depuis 2022. D'accord. Mais on comprend mieux. Je pense que pour des aspects pédagogiques, c'est toujours bien d'avoir de revenir sur ces détails-là. Voilà, de revenir sur ce genre de notions pour toute personne qui aimerait bien comprendre comment est-ce que ça se passe, les questions d'impôts, les questions fiscales. Ce n'est pas toujours évident quand on est embourbé dans le quotidien. Il y a ces notions aussi qui nous échappent avec le temps. Et c'est justement à cet exercice-là que nous nous prêtons, histoire de mieux éclairer les citoyens chez eux. Rodrigue Même si là, le temps qui vous est Oui, le temps est passé, mine de rien. On va finir très rapidement en rappelant les sanctions en matière de non-retenue, puisque pour la plupart des prélèvements que vous avez cités, le principe, c'est la retenue à la source. Et donc, quelles sont les sanctions en matière de non-retenue et de retenue sans versement, éventuellement? D'abord, que vous ayez retenu ou retenu sans reverser, vous encourez une première sanction qui est une sanction pénale. On peut vous emprisonner, vous faire d'aller de retenir et de ne pas reverser, ou même de ne pas retenir, parce que c'est une obligation de retenir. Maintenant, à part ces sanctions, il y a les sanctions, les amendes fiscales. Lorsque vous prenez l'AIB, l'amende est de 100%. Ça veut dire que si vous devez prélever 100 000 et que vous ne l'avez pas fait, vous allez payer une amende de 100 000 aussi. Donc, l'objectif est de décourager un peu la non-retenue ou la retenue sans reverser. À part ça, pour les autres impôts comme l'ITS et consorts, la pénalité de retard est de 40% et de 20%, autant pour moi. Et 40% si vous avez fait des jeux et en cas de manœuvre frauduleuse, vol, dissimulation et consorts, la pénalité passe à 80%. Donc voilà les différentes sanctions qu'on a. Avis donc à tous, et ce sera tout pour la chronique économie de ce matin. Rodrigue Bekou, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. On espère vous revoir très rapidement. Forcément, malgré mon agenda très chargé, je ferai l'effort. Merci. Merci Alexandra, et merci à vous Rodrigue Bekou d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous clarifier ces quelques notions fiscales de base que tout citoyen doit savoir, doit comprendre, afin de connaître ses droits, ses devoirs, et bien évidemment pour faire face à ce qu'il doit faire. Allez, 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. Nadia Adonlé, elle viendra nous parler ici du symposium sur l'indigo africain qui en est déjà à sa 3e édition. Elle sera avec une personne, une invitée de marque. Mais avant, on va retrouver Hans Sosten Assoba, notre chroniqueur spécialiste des ressources humaines qui est également recruteur. Avec lui aujourd'hui, on parle de la gestion des humains, mais également des humeurs, qui est devenu aujourd'hui le nouveau défi des managers. À tout de suite.